Rien n'indique qu'on est en plein bouclage de la prochaine collection. Au siège de la marque Côté Lac, l'ambiance est studieuse, jusqu'à un éclat de rire. La styliste vient de tomber sur un tissu visiblement coupé à l'envers. Ouais, c'est le genre de problème qu'on rencontre régulièrement. Sauf qu'on sait que les rayures dans ce sens-là, ça nous fait des grosses fesses, mais tant pis. Tant pis. Raphaël Cavalli ne perd pas son sens de l'humour, et pourtant ses délais sont serrés. Voilà, il va falloir qu'on avance. Hein. Elle a encore des dizaines de modèles à terminer. Et pour cette styliste chevronnée, quand il s'agit d'été, il y a un produit indispensable. On met toujours du lin parce que c'est vrai qu'il y a de la fraîcheur, c'est confortable. On met toujours du lin dans une collection, c'est incontournable. Pour elle, ce qui fait le charme de cette matière, c'est son caractère. Elle est vivante, elle n'est pas nette, elle bouge, elle se froisse. Donc ça correspond bien à l'esprit de mes produits, quoi. Des produits qu'elle crée avec son mari depuis 18 ans. Côté Lac, c'est une centaine de magasins dans le monde, mais aussi son propre bureau de style, un atelier où sont préparés tous les prototypes de la collection, comme ce gilet rose, encore quelques boutons à poser, et le dernier d'une série 100% lin sera terminé. Bon, mais c'est bon, le dernier thème, le dernier modèle est arrivé. Hop, voilà. Il sera en vente d'ici 1 an. Au final, plus de 15% de la collection Printemps-été 2013 de cette marque sera en lin. Le lin, on en trouve partout. Publicité, pages de mode des magazines, vitrines, il s'affiche au grand jour à partir des beaux jours. Cette année, il fait un retour en force sur les podiums des grands créateurs. Un temps ringardisé, le lin revient avec les années écolo. Le lin, c'est l'une des plus vieilles fibres au monde et l'une des plus rares aussi. Détrônée par le coton puis les matières synthétiques, cette plante avait progressivement disparu. Contrairement au coton, qui pousse sur des milliers et des milliers d'hectares comme ici en Chine, le lin, lui, se fait désirer. Il représente moins d'1% des fibres textiles cultivées sur la planète, 100 fois moins que le coton. Et pourtant, aujourd'hui, il semble à nouveau trouver toute sa place dans notre garde-robe. Alors comment le lin s'est-il refait une jeunesse ? L'inconvénient d'une matière rare, c'est son prix. À Paris, l'une des boutiques de la styliste Raphaël, pas de doute, le lin est là, fièrement exposé aux passants. On essaie en taille 3. Depuis l'arrivée de la nouvelle collection, le lin représente une vente sur 2. Une aubaine pour Marie, la responsable du magasin. Cette gamme-là marche très bien. Ouais. Cette gamme-là, à chaque essayage, c'est gagné. La preuve, il ne faut que quelques minutes à cette cliente pour être séduite. À peine sortie de la cabine, elle passe en caisse. La couleur aussi, elle est géniale. J'adore l'intérieur avec les papillons. Avec du rouge, blanc. Et pour s'offrir son petit plaisir, elle doit quand même débourser 325 €. Merci. Voilà, c'est vrai que le lin, c'est pas donné, mais c'est tellement agréable à porter. C'est les matières nobles et ça dure longtemps. Ça se démode pas. Indémodable certes, mais le lin reste cher. Il coûte en moyenne 10 à 20% de plus qu'un article en coton. Et pourtant, on trouve aussi du lin à tout petit prix, dans ces enseignes grand public. 25 € pour ce chemisier 100% lin, 35 € pour ce pantalon. Alors comment les marques cassent-elles les prix avec une matière chère et rare ? Pour le savoir, nous sommes d'abord allés faire du shopping. Jupes, pantalons, chemisiers, nous avons choisi parmi les dernières collections printemps-été une variété d'articles au hasard. Ces produits, nous les avons ensuite apportés ici, dans ce cabinet de tendance parisien. Catherine Basquin est spécialiste des tissus. Elle ne va avoir aucun mal à nous expliquer pourquoi certains articles sont si peu chers. Alors, Premier test,
Avant même de regarder l'étiquette, elle touche le tissu quelques secondes et annonce la sentence. Alors, soit c'est un pur lin, mais de médiocre qualité, soit il y a un mélange avec le coton. Bingo, c'est un lin coton. Mi-lin, mi-coton, Voilà, donc, un mélange loin d'être anodin. Le fil de coton coûte en effet 3 à 4 fois moins cher que le fil de lin. Alors quand Catherine compare un lin coton et un 100% lin, la différence se lit tout de suite sur l'étiquette. Donc là, on a un pantalon à 19 € en coton lin. Et là, on a un produit en pur lin à 55 €. Voilà. Soit près de Donc là, 3 fois plus cher. Travail, évidemment, de... Ajouter du coton, voilà donc une première solution pour proposer du lin bon marché. Alors, Deuxième méthode, avec ce petit haut vert vendu 25 €. Un t-shirt qui n'a pas l'air très épais au premier coup d'œil. Et pour vérifier son intuition, Catherine Basquin a un petit outil bien pratique. avec le compte-fil, voilà, c'est une petite loupe sur un support qui aide les professionnels. Grâce à cet instrument, elle peut compter le nombre de fils de lin au centimètre. Ici, moins de 20 fils. Ce n'est pas beaucoup. Alors là, c'est presque un voile, parce que c'est une toile très légère. En fait, plus on utilise de fils, donc de matière, Mais voilà, plus c'est qualitatif. Voilà. Alors évidemment, beaucoup aussi jouent sur la densité de fil au mètre carré pour faire des tissus moins chers. C'est évident. Tisser moins de matière, voilà la seconde astuce des marques pour dépenser moins quand elles font du lin. Des vêtements bon marché qui ont tous un point commun. Ça m'étonnerait qu'ils soient tissés en Europe. Ils viennent tous de pays à bas coût. A priori, rien de nouveau, rien de très étonnant même quand on veut casser les prix. Sauf quand on découvre où pousse le lin. Car ce n'est pas à l'autre bout du monde, non. Le lin a besoin d'un sol et un climat bien particulier que l'on ne trouve quasiment qu'en Europe. Et tout spécialement en France. Plus de 50% du lin produit dans le monde vient de chez nous, du Nord et de Normandie. Une culture très locale donc, et à risque. À cette époque de l'année, c'est dans les champs qu'il faut aller si vous voulez le trouver. Vincent de Pestel est surnommé l'homme de la plaine. Il la parcourt tous les jours et connaît chaque parcelle de lin de la Normandie. À pied, en voiture, il observe cette plante dont la couleur contraste avec les autres cultures. Vous voyez, ce que j'aime voir ce matin, c'est cette couleur du vert tendre du lin. C'est vraiment sympa, quoi. Vincent de Pestel dirige le premier groupe français du lin. 8500 hectares, cultivés par plus de 600 agriculteurs. Tous le considèrent comme le spécialiste du lin dans le pays. Ce matin, il a rendez-vous avec l'un d'eux. Bonjour Dominique. Ça va, Vincent? Tu vas bien? Dominique Rabet. Oui, ça va. Bon. Il a semé son lin il y a un mois à peine, mais s'inquiète déjà. On va te faire voir un peu la parcelle, comment elle était. Puis c'est pas très en avance, ça, je trouve, cette année, mais bon, un peu vert. Il se demande si son lin pousse assez vite. Un bon petit Tu fais le tour de toutes les parcelles. L'œil de Vincent est aguerri. Il lui suffit de se baisser et toucher la plante C'est bien, hein. T'as vu, pour c'est donner puissant, son c'est verdict. calme. Qu'est-ce que vous regardez, Vincent? Je regarde, si vous voulez, la tête du lin. Et aujourd'hui, on voit que la tête est bien ouverte, les petites feuilles sont bien ouvertes. S'il manquait d'eau, on aurait des petites feuilles qui seraient collées le long de la tige. Tandis que là, c'est bien ouvert, quoi. Non, mais Si c'est cet plus- agriculteur a besoin d'être rassuré, c'est qu'avec le lin, la marge d'erreur est quasi Il faut nulle. encore une somme de température. Contrairement au blé ou à la betterave qui pousse pendant plusieurs mois, le lin, lui, a un cycle de vie très court. La pousse du lin, ça dure à peu près 20 jours. Ou pendant ces 20 jours, il ne faut pas qu'il y ait de stress hydrique, il ne faut pas qu'il y ait trop de température. Vous voyez, il ne faut pas non plus trop d'eau pour qu'il verse. Parce que le lin est sensible à ce moment-là. Il peut pousser entre 1 cm et 4 cm dans la journée. Donc ça va très vite. C'est risqué. C'est une culture très à risque. Voilà, voilà. Bon, non, Impossible de savoir comment la météo évoluera les prochains jours. Mais pour le moment, tous les signaux sont au vert. Et si tout va bien, voici à quoi ressemblera ce champ dans quelques semaines. Des tiges hautes de près d'1 mètre. Et une fleur bleue qui donne le coup d'envoi de l'arrachage.
Une fois à terre, le lin doit pourrir pendant plusieurs semaines. On appelle cela le rouissage, une étape indispensable où la météo est là encore décisive. Il faut absolument une alternance de pluie et de soleil. Ça tombe bien, c'est pile le microclimat de notre zone côtière pendant l'été, une exception française qui fait de tous ces départements une terre promise pour le lin. Mais ce qui fait la renommée du lin français, c'est la qualité des fibres obtenues. Tout se joue dans les usines où les agriculteurs livrent leur lin. Comme celle de Vincent et Marc de Pester. Les frères sont tailleurs. Ce sont eux qui transforment le lin des champs en fibres utilisées ensuite pour faire du fil. Ils doivent donc décortiquer la tige et récupérer la précieuse fibre, une sorte d'écorce du pied de lin. Donc en gros, on casse le bois. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, le lin va rentrer dans ce qu'on appelle les tambours. Et donc il bat la fibre. Il bat la fibre. Et vous voyez, on est en train d'épurer cette fibre en enlevant le bois, ce qu'on appelle les annas de lin. L'opération paraît simple, mais elle est très délicate. Il faut sans cesse régler les machines. Les tailleurs doivent obtenir une fibre la plus longue et fine possible, sans pour autant la casser. Sans oublier le triage, la dernière étape qui exige beaucoup de main-d'œuvre et un œil sans pitié. Vous voyez bien la différence. Ici, c'est une partie avec des défauts de couleur. D'accord ? Donc cette partie-là de défaut de couleur, quand il n'y en a pas beaucoup dans le lot, on doit l'enlever. S'il est aussi pointilleux, c'est que le moindre défaut sera utilisé ensuite par ses clients. Des clients qui ne sont plus en Normandie. En France, il n'y a pratiquement plus personne pour acheter de la fibre à Vincent. Alors, il doit partir régulièrement vendre son lin à l'autre bout du monde. Près de 80% de sa production part en Asie, comme tous les autres producteurs français. Pour comprendre comment se négocie le lin de nos chemises et pantalons de l'été, il faut se rendre dans la région de Shanghai, sur la côte chinoise. C'est là que se trouvent désormais les plus grandes filatures de la planète. Des dizaines d'usines transforment la fibre venue de France. Ils la trient, la peignent soigneusement pendant des heures avant de la filer. Ce sont ces bobines qui seront utilisées ensuite pour fabriquer le tissu de nos vêtements. Nous avons rendez-vous à Souchane. On est bien loin de la Normandie, mais Vincent n'est pas dépaysé pour autant. Cela fait plus de 15 ans qu'il fait régulièrement le voyage. À chaque fois, il arrive chargé. Dans ses valises, des dizaines d'échantillons de lin à présenter aux filateurs. On est parti, je crois, avec 30 kilos au départ. On en a déjà vidé. Avec son agent chinois, il doit préparer les négociations du lendemain. Ça, c'est 32. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal. S'il vient avec autant de marchandises, c'est que tous les lins ne se ressemblent pas. Finesse, couleur, longueur, autant de paramètres qui déterminent le prix. C'est solide aussi. Alors les fibres sont classées par numéro. Plus le chiffre est élevé, plus le lin va intéresser le filateur. Voilà un type de lin. Avec 2 kg de cette fibre, on va faire 24 km de fil. Et là, par exemple, on va prendre une aile extrême. Avec 2 kg de matière, on va faire 39 km de fil. Il y a une certaine homogénéité, beaucoup plus d'homogénéité, pas de défaut de couleur, et c'est une fibre beaucoup plus fine. Le souci, c'est que dans ses bagages cette année, il a surtout du lin de moyenne qualité, du lin très court. Il manque 20 à 30 cm. Voilà. Alors, il élabore une stratégie. Sur la table, il fait 2 tas. À droite, la récolte 2011. 2011. À gauche, de vieilles récoltes plus qualitatives et plus chères.
Pour la récolte 2011, on va se situer entre $2 et $2,80 sur ces types de matières. Et sur la récolte 2010, entre $2,80 et $3,40 à peu près. Il veut se servir de ces vieilles récoltes comme appât pour écouler sa marchandise 2011 et maintenir des prix assez élevés malgré tout. S'ils veulent des bons lins d'anciennes récoltes, on va leur demander qu'ils nous prennent aussi de la nouvelle récolte qui est un petit peu moins facile à vendre cette année. La partie risque d'être serrée car Vincent a rendez-vous le lendemain avec le plus gros filateur du pays. Kingdom, un groupe tout-puissant dans le secteur du lin. Tous les producteurs français souhaitent y livrer de la fibre. Mais pour obtenir son ticket d'entrée, il faut convaincre Monsieur Wemming. Cet ancien paysan a tout misé sur le lin pour faire fortune. 12 000 tonnes de fil sortent chaque année de son usine. Ses besoins en matières premières sont donc énormes. Vous voyez, pour obtenir une bobine comme ça de plus d'1,5 kg, j'ai besoin de 3 kg de fibres. Le double en gros. Et comme le lin coûte 2 fois plus cher que le coton, Monsieur Wemming est particulièrement dur en affaires. Chaque centime compte, même avec des fournisseurs historiques. Pour Vincent, l'enjeu est énorme. Il veut écouler près de 900 tonnes de marchandises, un de ses plus gros contrats de l'année. Mais avant de parler prix, le Chinois veut absolument obtenir une information, l'état du stock en Normandie. S'il y a beaucoup de lin à vendre, il peut espérer faire baisser les prix. Vous pouvez demander à votre patron combien il a récolté exactement l'an dernier et combien il lui en reste? Parce que moi, j'ai l'impression que vous venez toujours avec les mêmes chiffres. Il nous en reste, je pense, 500 tonnes dans les bâtiments. Vincent fait exprès d'annoncer un stock faible, histoire de déstabiliser un peu son acheteur. Monsieur Wemming est pris de court. Le Normand profite de ce léger flottement pour contre-attaquer. Bon, et vous avez combien dans vos stocks? Pendant quelques minutes, le patron de Kingdom esquive. Mais Vincent insiste. Mais le chiffre à peu près... Monsieur Wemming finit par lâcher l'information. Si les commandes de fil augmentent en juin, je pense que nos stocks ne tiendront pas au-delà de fin juillet. En fait, nous n'avons que 4 mois devant nous. 4 mois de stock, ce n'est pas grand-chose. Vincent sait désormais qu'il va pouvoir vendre une grande quantité de lin et surtout écouler un peu de sa récolte 2011 de moins bonne qualité. Reste à se mettre d'accord sur les prix. Aucun chiffre ne sera abordé devant notre caméra, mais le ton est rapidement donné. Ce n'est pas parce que nous avons toujours coopéré que l'on va continuer automatiquement dans le futur. En septembre, vos prix sont devenus beaucoup trop élevés par rapport à la laine ou au coton. En 2008, c'était déjà le cas, et je vous avais déjà dit que c'était un problème. Idem en 2010, et cette année encore pareil. Vous savez très bien qu'en Europe, il y a une très forte pression sur les prix des matières agricoles. Si on n'arrive pas à maintenir un revenu pour eux, on va avoir une baisse de la production, c'est certain. La bataille de chiffres va durer 30 minutes. Intense. À la sortie, Vincent est plutôt satisfait, mais il a fallu lâcher un peu de lest, 21 000 € environ. Alors, comment ça s'est passé? Comme d'habitude, avec une négociation, c'est toujours assez dur, mais bon, on s'est dit oui, donc ça veut dire qu'on a fait le contrat. Voilà. Assez dur, ça veut dire quoi? Toujours des discussions assez serrées à la fin, c'est toujours quelques cents qui sont en jeu, mais sur 900 tonnes, ça fait de l'argent. Il vient quand même de vendre pour plus de 2 millions € de lin aux Chinois. Du lin qui n'a pas fini son long voyage. Avant d'arriver dans les rayons sous forme de chemise ou pantalon, il est donc filé, puis teint. De grosses bobines qui servent à tisser des milliers de kilomètres de toile. Mais il n'y a pas que la Chine qui fournit la planète en tissu pas cher. Le tissu est envoyé en Inde, au Bangladesh, en Turquie, au Maghreb ou encore en Europe de l'Est. Les rouleaux de lin y sont découpés, puis les modèles confectionnés, avant de revenir dans les boutiques françaises à quelques kilomètres des champs d'origine.
Malgré les distances, c'est grâce à cette transformation mondialisée que les marques peuvent afficher aujourd'hui du lin à petit prix. Face à cette concurrence, les fabricants européens n'ont pas le choix. Ils doivent à tout prix proposer de la qualité et miser sur l'innovation. Est-ce que tu les veux plus haut ou pas? Ou c'est bien comme ça? C'est l'une des rues les plus commerçantes de Paris, au cœur de la capitale. Super. Comme chaque semaine, Florence Parias refait les silhouettes du magasin. A priori, on dirait du jean, du coton, du synthétique, bref, tout sauf du lin. Et pourtant. Voilà, traité comme un jean, coupe jean. Le t-shirt est en 100% lin avec une induction argent un peu usée, un peu, voilà. Et la petite veste 100% lin pour un petit look un peu vil. Ici, plus de 95% de la collection est en lin. De 40 € le débardeur basique à 258 € pour des produits plus travaillés. Plus de 250 modèles sont déclinés dans plus de 15 coloris. Majestic. Cette marque ne vous dit peut-être rien, et pourtant elle s'affiche sur les couvertures des magazines. Grâce à son célèbre débardeur en lin, Majestic est surtout connu à l'étranger. Plus de 85% de son chiffre d'affaires se fait aux États-Unis, en Australie ou au Japon. Derrière ce succès, une maison discrète, gérée par deux cousins parisiens. Franck Elia et Roland Chédy travaillent dans le textile depuis plus de 20 ans. Avec une spécialité, le t-shirt. Rien de très original, sauf qu'il y a 5 ans, ils décident de miser sur le lin. Il fallait trouver des nouveaux produits pour l'été. Tout le monde faisait des cotons. Donc on avait commencé à faire des cotons soie qui ont bien marché. Mais le lin, on a dit, le lin, si on arrive à le traiter comme du coton, c'est quelque chose qui va être incroyable, quoi. Le problème, c'est que le fil de lin est un fil rigide. Difficile de créer des t-shirts souples et légers dans ces conditions. Alors, Franck et Roland vont se tourner vers les rares filateurs qu'il reste en Europe. Des filateurs qui n'achètent que les lins les plus fins aux producteurs, ceux qui ne partent pas en Asie. Après des mois et des mois de travail, ils réussissent ensemble à mettre au point un fil plus souple, plus élastique, en le faisant tremper dans des bains d'adoucissant. Grâce à ce procédé, ils peuvent utiliser le lin plus facilement et décident alors de le tricoter. La maille, elle est tricotée dans le sens horizontal. De la maille de lin. Rien à voir avec le tissu rigide et un peu lourd que l'on obtenait jusqu'à présent. Un est tissé, l'autre est tricoté. Ça, c'est du tricotage. C'est grâce à cette maille que Majestic s'est fait un nom dans le lin. Mais pour convaincre les consommateurs de débourser 15% de plus que pour un tissu en lin classique, il faut en permanence innover. Et c'est au Portugal qu'ils ont déniché les spécialistes de la maille en Europe. Nous sommes au nord de Porto. C'est dans cette banlieue portugaise que Majestic a trouvé comment riposter à la concurrence asiatique. Ce jour-là, Franck vient finaliser le développement d'un nouveau produit dont il attend beaucoup. C'est avec José et Antonio qu'il essaie tout ce qui lui passe par la tête. Et en ce moment, il a une obsession, tricoter du lin et du métal ensemble, histoire de faire briller ses futurs t-shirts. C'est la brillance. C'est un assemblage de fils de lin avec de l'urex et c'est ce qui donne la brillance. Mais les premiers échantillons ne lui vont pas. La maille est trop serrée et trop lourde. Or, Franck sait que les produits européens doivent se démarquer par leur souplesse et légèreté. Bon, celui-ci, on l'emmène en bas? Parce que c'est la couleur qu'on travaille en ce moment. Tu viens, Franck? Alors, il va mettre lui-même les mains dans le cambouis pour tenter d'affiner les réglages des machines. Des machines qui n'ont plus rien à voir avec les métiers à tisser chinois. Ici, le fil est tricoté de façon circulaire. Là-bas, tissé à l'horizontale et à la verticale. Et là, on a déjà mis la jauge 12 à tricoter. Ouais. Franck et son équipe ont décidé de mettre moins de fils par mètre carré en tricotant des boucles plus petites.
C'est sur ce bout de maille bleu marine qu'ils font le test. La ligne jaune sépare les deux essais. Difficile de voir la différence à l'œil nu, mais le verdict de la balance, lui, est sans appel. Elle a 135 grammes mètre carré. Okay. On s'approche exactement de ce qu'on veut. Ça se voyait en descendant déjà. Dès que la maille descendait... Laissez-moi voir, comparer bien. Ils obtiennent enfin le résultat attendu depuis plusieurs mois. Si au départ les techniciens n'y croyaient pas, eux en étaient convaincus. Il suffit d'y croire. Je ne vais pas sortir, mais Apple, quand il a sorti son iPhone, il est parti d'idées incroyables. Et tous les techniciens et tous les ingénieurs disaient c'est pas possible. C'est la même chose. L'an prochain, la maille de lin métal pourra faire son entrée dans la collection et conquérir la Chine. Franck prévoit d'ouvrir 5 points de vente là-bas. Car s'ils se contentaient jusqu'à présent de fournir des bobines de fil, les Chinois veulent désormais porter du lin à une condition, que les vêtements soient made in Europe.